Un proverbe le disait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Raymond Queneau a précisé, c'est en écrivant qu'on devient écriveron, rapprochant ainsi le métier d'écrivain du marteau et de l'enclume et aussi du bruit que fait celui qui forge. Tout à coup, j'ai peur. Si nous avons ce soir parmi nous des jeunes téléspectateurs, savent-ils ce que fait, ce que faisait un forgeron? Réponse, il forgeait, il forge, il ne forgeronne pas. La même peur me fait penser à ceci. Raymond Queneau est né en 1903. 1903, c'est loin. Avant d'entrer chez Queneau, peut-être faut-il rappeler ce que tout homme né en 1903 a connu, vécu, traversé. Queneau, né normand, au Havre, a 11 ans quand la Grande Guerre commence, 15 ans quand elle finit. Au moment venu, il va faire son service militaire, 1926, en Algérie et au Maroc. Au Maroc, c'est la guerre coloniale. Queneau est zouave, comme est zouave le soldat du pont de l'Alma. Repos, de 26 à 39. Repos civil. Nous verrons ce qu'il en a fait. Il épouse en 1928 Jeannine Kahn. 39-40, ça recommence, puis l'occupation. L'Iliade, a dit Queneau, c'est la vie privée des gens dérangés par l'histoire. De la Libération, 44, jusqu'à sa mort, 76, 32 ans, il a fait ce qu'il a voulu, comme on dit. Nous allons y venir. Nous avons demandé à l'écrivain Jacques Roubaud d'être notre partenaire au cours de cette émission. Pour causer, nous nous sommes assis sur un banc, chez les Debuisson. Roxane Debuisson aime le Paris décrit par Queneau au point d'avoir accroché à ses murs les enseignes d'un Paris disparu. Il y a même une horloge qui a pris le temps de s'arrêter un peu. Roubaud a souvent rencontré Queneau dans une sorte d'atelier où l'on travaille sur le langage, l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle. C'est un atelier où les mathématiques sont invitées à déjeuner avec les langues vivantes. Quelle est la première image que Roubaud a du Queneau qu'il a connu? Il y a une image qui arrive tout de suite, c'est un Queneau souriant et répondant par une non-réponse à une question. C'est-à-dire très aimablement, très gentiment, ne répondant pas. Et parfois riant, parfois souriant. Ça, c'est tellement... C'est tout à fait lui. Je le vois vraiment comme ça. Et c'est arrivé à bien des moments, par exemple dans les réunions de l'Oulipo, ou bien dans son bureau, chez Gallimard. Une sorte de réticence, mais pas hostile. Un peu quelqu'un de sceptique qui veut pas s'engager trop. C'est Zazie dans le métro qui a fait connaître Raymond Queneau du grand public. Zazie, c'est 1959. Raymond Queneau, en écrivant Zazie dans le métro, vous avez fait, avez-vous dit, ce qui vous a plu, c'est-à-dire C'est-à-dire que je n'ai pas craint de me répéter, de retomber dans mes habitudes, mes erreurs, mes goûts, enfin, je fais ce qui me plaisait. Je me suis aperçu que parfois je me répétais un peu, enfin, ou bien je reprenais des personnages un petit peu du type que dans d'autres livres que j'ai écrits, mais je pensais que c'était pas très grave. Ce sont des gens simples aussi, non? Oui, oui. En tout cas, qui utilisent, il me semble, enfin, simplement le langage. Donc un langage simple.
Et ils n'ont pas une documentation très importante non plus sur la morale ou sur la culture en général. Non, non, ni sur la morale, ni sur la culture, mais ils ont leur morale et leur culture, oui. Il y a un personnage assez important, parce qu'il intervient souvent, qui est un perroquet dans Zazie, dans le métro. Et ce perroquet dirait évidemment toujours la même chose, qui est... Tu causes, c'est tout ce que tu sais faire. C'est une invitation au silence ou à l'action? Au silence, d'abord. À l'action de se taire. Oui, à l'action de se taire, à l'action de reviser son langage, non, de faire attention à ce qu'on dit. Par exemple, il pourrait me le dire maintenant. Ce serait la meilleure chose qu'il aurait à faire. C'est malheureux qu'il ne soit pas là. Ce perroquet intervient à chaque fois qu'une discussion commence, en gros. Oui, oui, en effet. Oui, ça, il arrive fréquemment pour remettre les gens justement pour qu'ils ne se lancent pas dans des controverses futiles. Louis Malle, l'année suivante, en fera le film que vous connaissez. Le film transmet le choc. Mais le choc, c'est le lecteur en premier qui le reçoit lorsqu'il lit la première phrase, entre guillemets, de Zazie. D'où qui put donc tant. L'un des plaisirs, je dis l'un des, parce qu'il y en a d'autres, l'un des plaisirs que nous prenons à lire ces livres vient du traitement que Raymond Queneau, écrivain, fait du français parlé. Dans Le Dimanche de la vie, écrit 7 ans avant Zazie, le lecteur sourit ou rit pour les mêmes raisons. Exemple. Julia et Chantal sont des sœurs. Elles se racontent des farces qu'elles ont faites. Et, reprit Julia, quand tu t'es fiancé et qu'on a fait croire à maman que l'abus du melon t'avait rendu hydropique. Paul aussi l'a cru, ajouta Chantal en pleuriant. Paul, c'est le mari de Chantal, naturellement. Ah là là, elle dut se rasseoir. Tout le monde dit comme ça, mais parce que dans l'esprit des personnes qui disent ça, ils s'imaginent qu'ils disent Paul, P-A-U-L, aussi A-U-2-S-I, etc. Mais c'est pas vrai. Quand on parle, on parle pas avec l'orthographe. Alors, ça a l'air surprenant comme ça, mais en fait, c'est ce que dit tout le monde. C'est le langage vraiment courant. Alors, c'est un peu surprenant écrit comme ça, mais ça ne devrait pas l'être. Rappelons, c'est une parenthèse, que Raymond Queneau à la question « Quel est le don de la nature que vous voudriez avoir ?» avait répondu « ventriloque ». Queneau continue. Dans ce livre, un certain nombre d'innovations orthographiques. Par exemple, vous écrivez, quand on parle de voiture, vous écrivez voiture, parce que effectivement, on dit souvent, qu'est-ce que tu as fait de la voiture? C'est comme ça qu'on prononce, oui. Ça. Alors, ça on prononce avec certaines. Oui. Vous dites voiture. Je ne dis rien. Ça s'écrit H-O-U-A-T-U-R-E-S. Quelle orthographe de CRS, par exemple? Parce que le duc d'Auge a des CRS aussi. Oui, oui. Ils sont des compagnies... royales de sécurité. Royales de sécurité, c'est écrit comment, ça? C-H-E-R-E-2-S-E. Oui, comme ça se prononce. Les doigts, je crois que vous avez déjà écrit les doigts comme ça, D-O-U-A-S, oui, comme ça se prononce. Oui, ça se prononce. Ce n'est pas seulement une question d'orthographe, c'est aussi une question de phrase pour parler gros. Prenons une scène du dimanche de la vie. On vient d'enterrer un vieux grigou. Le cercueil est dans la tombe. La famille reste autour à bavarder. Nous avons donc les fossoyeurs, le trou, la famille. Voici la phrase. Un fossoyeur vint leur demander s'ils allaient encore rester longtemps là. C'était pas qu'elle les gênait, la famille, les fossoyeurs. Mais c'était l'heure d'aller déjeuner, et ils finiraient de le remplir seulement après la soupe. Les fossoyeurs, le trou. Cette question du français parlé a longtemps occupé Queneau. J'ai lu à Jacques Roubaud, à ce propos, une réponse de Queneau qui date d'un peu avant l'année 50. Le français des grammaires est une langue morte. Ça n'aurait aucune importance si tous les Français étaient également morts.
Seulement, comme il y en a encore une quantité appréciable de vivants, il paraît même que cette quantité augmente tous les ans, eh bien c'est malheureux pour les Français de ne pas avoir le droit d'écrire comme ils parlent et par conséquent comme ils sentent. Nous sommes à plaindre. Bon, et puis en 69, rectification. Je m'aperçois, écrit Queneau, que les théories que j'ai soutenues à ce sujet n'ont pas été confirmées par les faits. Le néo-français n'a progressé ni dans le langage courant, ni dans l'usage littéraire, au contraire, il a reculé. Le français écrit non seulement s'est maintenu, mais s'est renforcé. C'est donc quand même un changement d'opinion. Il y a une constatation c'est un constat. C'est un constat. Ça, oui. Et par ailleurs, effectivement, la première déclaration que vous avez lue, elle ne correspond pas à ce que Queneau fait lui-même. Queneau fait un français qui est à la fois, il écrit un français qui est à la fois un français écrit et un français parlé. Il est un des rares à réussir ça. Et précisément, la plupart de ces grands textes en prose, les grands romans en prose sont de cette époque ou postérieure. Et là, on voit comment il tient tous ces Français ensemble. Il y en a plusieurs même chez Queneau. Il y a plusieurs Français qui fonctionnent simultanément. Donc, il a simplement tenu compte de ce qu'il faisait lui-même. Et l'idée que l'on pouvait se débarrasser du français écrit était effectivement une idée un peu jeune. Quel exemple vous auriez en tête que vous aimeriez donner pour comme ça, pour donner une idée des Français pluriels écrits par Queneau? Je pense que ça apparaît de manière très nette, par exemple, dans Zazie dans le métro, où les phrases, on passe très facilement d'une phrase qui ressemble extraordinairement à quelque chose qu'on va entendre dans le taxi ou dans la rue dans 5 minutes, et puis une autre chose qui est très proche d'un livre de philosophie. Donc il fait tenir tout ça ensemble. Et ça, c'est très fort. Il y a quelques instants, citant le dimanche de la vie, Paul aussi l'a cru, j'ai résisté. Je ne vous ai pas lu une phrase que j'aime beaucoup. Le type qu'elle concerne, cette phrase, est le héros du roman. C'est un soldat, Valentin Bru, qu'une mercière remarque. Elle l'épouse, mais comme elle est occupée, le soldat Bru va faire tout seul son voyage de noces. Julia, la mercière, sa femme, lui donne à feuilleter, pour qu'il ne regrette rien, un magazine plutôt porno. Valentin, écrit Queneau, Valentin étudie attentivement cette image couleur bonbon et, conformément à ce que désiraient le dessinateur et le rédacteur en chef de ce magazine, il pense que la jeune femme nue a des attraits certains. Il en admire surtout le relief et passe dessus un index curieux. Mais la gravure est plate, le cul est un effet de l'art. Le soldat Bru qui s'en va faire tout seul son voyage de noces nous ramène curieusement à la biographie de Queneau. Queneau, dans ses souvenirs inédits livrés par la Pléiade, fait état d'une rumeur familiale concernant son père, qui avait été dans l'armée magasinier de 3e classe. Mon père, écrit Queneau, mon père, de par son grade, ayant droit aux premières, aurait utilisé cette facilité, cependant que, par raison, il conseillait à sa jeune épouse l'usage des secondes plus économiques. Cette anecdote, bien qu'énorme, ne m'a jamais trop étonné, écrit Queneau, qui poursuit maintenant, j'en mets en question l'authenticité. On peut penser que le voyage de noces solitaire du soldat Bru n'est pas très éloigné du voyage de noces séparé, première et seconde, des parents de Queneau. C'est la rumeur familiale qui est entraînante. Dans Chien et Chien, roman en vers, Queneau raconte partiellement sa vie. Je naquis au Havre un 21 février en 1903. Ma mère était mercière et mon père mercier. La mémoire du Havre n'a pas quitté Queneau. Dans Courir les rues de Paris, il y a un poème étrange qui regarde le Havre. Ailleurs,
Une rue comme une autre dans un arrondissement indéterminé, peut-être dans le 16e. Soudain, au moment où l'on s'y attendait le moins, on voit au bas de la falaise un port sur le bord de la mer. On peut hésiter entre Le Havre et Yport. On peut rêver, rappelez-vous, une rue comme une autre, peut-être dans le 16e. Dans le 16e, c'est à Passy qu'habitait Du Maurier, l'auteur de Peter Ibbetson, que Raymond Queneau traduisit en 1946. Peter Ibbetson est l'histoire d'un homme et d'une femme séparés par la vie, mais qui se retrouvent chaque nuit, l'un et l'autre, en rêve. Peut-être y a-t-il à Passy une rue qui rêve du Havre ou du Port. La deuxième partie de Chêne et Chien relate la psychanalyse que tenta de faire Queneau. Je me couchais sur un divan et me mis à raconter ma vie, ce que je croyais être ma vie. Ma vie, qu'est-ce que j'en connaissais? Et ta vie, toi, qu'est-ce que tu en connais? À la fin de la première partie de Chêne et Chien, Queneau a 13 ans. Au début de la seconde partie, il en a 30. Où faut-il aller chercher ce qui se passe entre 13 et 30 ans? Nous avons dit que Zouave, il avait guerroyé au Maroc. Nous n'avons pas dit qu'avant de faire son service militaire, Queneau habitait Paris, il y faisait une licence de philo, et avait rencontré André Breton, c'est-à-dire le surréalisme même, avec ses emportements. Racine, ce con, Lamartine, cette vache. Avec ses enthousiasmes pour le rêve, pour l'inconscient, et plus confusément pour la révolution. Et aussi son mépris pour la littérature, son mépris du sonnet, son mépris du roman. Queneau se fâche avec Breton en 1930. Mais c'est seulement 7 ans plus tard qu'Odile racontera, entre autres expériences, l'expérience surréaliste. 7 ans. Car sous le coup de la rupture avec le surréalisme, Queneau ne se sent pas libre, pas encore. Il est encore sous le sort surréaliste. Il écrit dans Chêne et Chien « Ce crocodile, c'est moi-même qui suis docile comme un chien, car quelque étrange magicien m'a réduit à cette ombre extrême. » Cet étrange maléfacteur, c'est le surréalisme même. En 1932, Raymond Queneau part en Grèce avec Jeannine, sa femme. Il a un projet, dira-t-il, traduire en néo-français le discours de la méthode de René Descartes. Cette idée l'abandonnant, Queneau se met à écrire un roman, ce que Breton interdisait. Ce roman, c'est Le Chien-dent. À propos de l'écriture du Chien-dent, Queneau a dit à Georges Charbonnier, à la radio, quelque chose que les critiques de l'époque n'avaient pas vu, que les nombres, l'arithmétique, jouaient dans la construction du roman le rôle des fondations dans la structure d'une maison. Il y a 13 chapitres, chaque chapitre a 7 paragraphes et chacun d'eux a sa forme particulière et sa nature en quelque sorte particulière, soit par le style, soit par des modifications de temps, de lieu, d'action. Et puis alors les personnages apparaissent d'une façon rythmique. Enfin, ils apparaissent à certains moments et à certains endroits. Le Queneau que vous avez connu, continuait-il, à votre avis, à faire des fondations quand il écrivait, enfin des fondations arithmétiques ou arithmomaniaques, hein? On ne peut pas savoir le nom. J'ai l'impression que oui, toujours. La rythmomanie, c'est quelque chose dont on se débarrasse très, très difficilement. Donc, disons, l'arithméticien, qui est un mathématicien, aime tous les nombres. Ramanujan, qui était le grand mathématicien indien, disait « Il faut que chaque nombre soit votre ami personnel ». Et pour que nous, tous les nombres n'étaient pas ses amis. Il en a qu'il aimait. Le 13, le 7, puis il fait d'ailleurs des calculs, des additions pour voir à quelle mesure ça se lie à certaines dates de son existence. Enfin, ça c'est l'arithmomanie.
Il y a certains nombres qui sont bons, certains nombres qui sont mauvais, et certains nombres qui ont un pouvoir d'émotion grand, ce qui fait qu'il les met partout. Par exemple, c'est très intéressant de lire ça dans le dossier qui accompagne les poèmes dans l'édition de la Pléiade de Claude Debon, pour Morale élémentaire, son dernier livre de poèmes. Il dit, il y a 3 parties, et à un certain moment, il est arrivé à un total de poèmes, mais ça va pas. Il n'y en a pas assez. Il en faut 131. Parce que 131, dit-il, c'est un bon nombre. Il est bien. C'est un nombre premier. Il y a un excellent nombre. En plus, on peut le lire dans les deux sens. Il y a plein de choses comme ça. Alors, il dit, dans la première partie, je vais en mettre 51, et puis dans la seconde temps, et puis voilà. Tout ça. Ça, constamment. C'est très passionnel. Morale élémentaire, c'est presque juste avant sa mort. C'est un rapport très, très passionnel au nombre. Oui. Et c'est en ce sens que je pense que il est vraiment pythagoricien, parce que pour le nombre, autant qu'on puisse juger, pour le pythagorisme ancien, c'est plus que des mathématiques, c'est plus que de l'arithmétique. Ça intervient dans la vie, considérablement. Le zéro, l'une des découvertes les plus importantes de l'esprit humain. Voici 2 bobines de fil. Je les jette par la fenêtre. J'ai fait une soustraction. D'un tas de 2 bobines de fil, j'ai enlevé 2 bobines de fil, il reste 0 bobine de fil. Voici 3 tire-bouchons. Je soustrais 3 tire-bouchons. Que reste-t-il? 0 tire-bouchon. On remarquera que si d'un tas de 0 tire-bouchon, je soustrais 0 bobine de fil, il reste 0 tire-bouchon. C, Q, F, D. Eh bien, le 0, qui sert à numéroter ce qui n'existe pas, si j'en mets 1 à droite, il sert à numéroter les dizaines, 2 les centaines, 3 les milliers. Attention, si vous en mettez un à gauche, cela ne fait plus rien. Le 0 est un opérateur qui ne fonctionne qu'à droite. C'est une merveille. Ouais. Et ça c'est vraiment, c'est le queneau, si celui-là je le vois, ce queneau-là. Hein. C'est un queneau démonstratif, mais en même temps rigolard. Et il dit des choses extrêmement sérieuses, mais ça n'a pas l'air. Sa manière de faire le 0 est absolument superbe. Ouais. Tous les objets par-dessus l'épaule. Mais vous l'avez connu enfin, à l'Oulipo ou comme mathématicien? Je l'ai connu avant l'Oulipo, c'est-à-dire que je lui ai amené un manuscrit de poèmes, comme fait quelqu'un qui écrit des poèmes et qui admire Queneau, et qui sait que Queneau est chez Gallimard, envoie comme ça. Et dans quelle année ça? C'est en 66. Ça fait un beau temps. Et donc, je l'ai rencontré à ce moment-là. Il m'a envoyé un petit mot et je suis venu le voir chez Gallimard. On a parlé de maths. Donc, j'ai toujours eu ce rapport-là aussi avec lui. Tout de suite, vous avez parlé de maths. Ah oui, mais c'est même la seule chose dont il m'a parlé. Une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Après, je me lève pour partir. Et puis il me dit, ah oui, puis il y a vos poèmes, mais ils sont très bien. Mais enfin, on avait parlé de maths pendant 1 heure. De 1933 à 1936, Queneau est édité par Gallimard, mais n'y travaille pas encore. Il écrit et lit. Pour vivre, il fait ceci et cela. Un travail va l'intéresser. L'Intransigeant, un grand journal, lui demande une chronique quotidienne « Connaissez-vous Paris ?» C'est au fond, écrit Raymond Queneau dans son journal, c'est au fond la seule chose que j'ai jamais faite qui m'ait fait vraiment plaisir. Ce temps-là, je fus heureux, j'aimais ce travail, cet ensemble, les recherches à la Bibliothèque nationale, puis les promenades dans Paris, les enquêtes. Oui, ce fut pour moi un temps heureux, le bonheur. Vous êtes promené dans Paris avec lui? Je me suis promené et je me promène beaucoup depuis 1 ou 2 ans. J'ai toujours marché pas mal dans Paris
Et récemment, il y a 2-3 ans, pour avoir des directions de promenade quelquefois, je prends donc courir les rues et je vais voir un endroit où il y a un poème. J'ai commencé à noter un petit peu sur le papier, si on suit le livre, les poèmes qui sont dans le livre, alors, on voit il est allé dans beaucoup d'endroits. Ça fait un parcours tout à fait intéressant. Et il en a fallu des tickets d'autobus, des imperméables, des souliers pour faire tous ces trajets-là. Il est allé dans des tas et des tas d'endroits. Il y a des très grands parcours, d'ailleurs. Il y a de très grands parcours. Et bien entendu, c'est un œil particulier. Qu'est-ce qu'il remarque? Il y a les plaques des rues, il y a des boutiques bizarres, il y a des traces de l'histoire de Paris, des traces du Paris ancien aussi qui l'attire. Il y a la boulangerie qui est là. Oui, dans cet endroit se trouve cette boulangerie. C'est vraiment surprenant. C'est un peu pour ça qu'on est là. Oui. Boulangerie des statues est l'un des poèmes de Courir les rues. Courir les rues de Paris. Chaque poème est une invitation à se promener, mais surtout à bien voir. Où sont donc tes statues, rue de la Tombissoire? Je me le demandais en passant l'autre soir devant un boulanger dont la boutique indique qu'il y eut des statues en ce quartier lyrique. Où donc sont tes statues, rue de la Tombissoire? Le Paris que vous aimâtes n'est pas celui que nous aimons, et nous nous dirigeons sans hâte vers celui que nous oublierons. Topographie, itinéraire, dérive à travers la ville, souvenir des anciens horaires, que la mémoire est difficile, et sans un plan sous les yeux, on ne nous comprendra plus, car tout ceci n'est que jeu et l'oubli d'un temps perdu. Lorsque la loi du 29 juillet 1881 fut promulguée, est-ce que les gens se dirent « voilà un moment historique », une des dates que l'on verra le plus souvent figurer sur les documents épigraphiques? Est-ce qu'ils se demandèrent si c'était aussi ou plus ou moins important que la loi sur la liberté de la presse qui fut votée le même jour, ce qui est assez étonnant et même curieux? Dites-moi où sont les porteurs d'eau? Où sont les petits savoyards? Un jour on demandera où sont les mécanos, les motards, les chauffards. Ils seront tous partis dans le passé. On n'entend plus guère le repasseur de couteaux, le réparateur de porcelaine, le rempailleur de chaises. On n'entend plus guère que les radios qui bafouillent, des tourne-disques, des transistors et des télés, ou bien encore le faible aïe aïe ouï ouï que pousse un piéton écrasé. C'est tout un art de balayer. C'est un métier digne d'estime. Les ruisseaux comme des torrents cavalent, cavalent, cavalent. On doit savoir les diriger, y concentrer les ordures qu'il faut habilement glisser sous les voitures.
Ces artistes municipaux ont depuis peu souvent la peau noire. Ils ont un air mélancolique. Pensent-ils à la Martinique, à un marigot africain, lorsqu'ils ont le balai en main, du matin au soir? Dans le dimanche de la vie, Valentin Bru, pas encore marié et sur le point de quitter le métier de soldat, se demande ce qu'il va faire. Il pense à faire balayeur. Son camarade lui dit « ça n'a pas beaucoup d'avenir le balayage, surtout avec les progrès du machinisme ». Et Bru lui répond « tout de même, il y aura toujours le fignolage, les petites rues, les petits coins, les endroits difficiles. Par exemple, si une auto est arrêtée, une machine ne peut rien faire, tandis que moi, je pourrais toujours donner un coup de sou, et ça sera tout de même plus propre. Je crois qu'il y a encore de beaux jours pour le balayage à bras. » Ce métropolitrain, image ambulante du collège de pataphysique, va s'arrêter, parce que ça nous arrange, place d'Iéna. Iéna nous ramène à Valentin Bru, le soldat marié du dimanche de la vie. Bru-Valentin ne pense à rien, généralement, mais quand il pense à la bataille d'Iéna. C'est Queneau qui nous le dit. Dans le dimanche de la vie, Bru-Valentin pense 12 fois à la bataille d'Iéna. 12 fois, presque 13. C'est à tout prendre une obsession. Et c'est une obsession contagieuse. La preuve, quand Julia, l'épouse de Bru-Valentin, fait tourner et parler son guéridon, c'est l'aïeul de l'ancien soldat Bru qui se fait entendre. Qu'est-ce qu'il dit, l'aïeul? Eh bien, tenez-vous bien, l'aïeul dit « j'ai combattu à Iéna ». Bru trouve ça tout naturel. L'épouse demande à l'aïeul « et qu'est-ce que tu as fait ce jour-là » L'aïeul répond « j'ai apporté le sérieux, sabre au clair, dans la philosophie allemande ». C'est là une phrase que les époux Bru ne peuvent pas véritablement comprendre, faute de savoir que le roman à l'intérieur duquel ils font semblant de vivre est préfacé, si j'ose dire, par le philosophe Hegel de Iéna, dont une phrase figure sur la porte d'entrée du dit roman. C'est le dimanche de la vie qui nivelle tout et éloigne tout ce qui est mauvais. Signé Hegel. Un peu plus tard, dans le roman, dans le dimanche de la vie, Bru-Valentin, retour d'Iéna, il y est allé tout seul. Bru donc dit « à Iéna, on nous a montré la maison d'un philosophe allemand ». Il ne cite pas Hegel, mais il dit que ce philosophe, le jour de la bataille d'Iéna, a dit de Napoléon qu'il était l'âme du monde. Bru-Valentin semble admirer cette formule qui évoque la fin de l'histoire avec un grand H. Plus d'histoire, ce serait merveilleux. Bon, qui est admiré par le soldat Bru? La bataille d'Iéna? Napoléon? Hegel? Hegel, je crois qu'on peut répondre non. Napoléon? Probablement. Par hasard, l'ex-soldat Bru est devenu propriétaire d'un petit magasin rue de la Brèche-aux-Loups dans le 12e arrondissement. Or, au retour de Marengo, Napoléon serait rentré à Paris par cette rue-là, nous dit l'érudite Madame Éruly. En un sens, l'ex-soldat Bru, qui jamais ne s'étonne de penser si souvent à la bataille d'Iéna, est le contraire de Zazie. Ce n'est pas Bru qui dirait « Napoléon, mon cul ». Et Queneau dans tout ça? Mystère. Répondant au questionnaire de Proust en 1960, à la question « Caractère historique que vous méprisez le plus », Queneau répond « Napoléon ». Ah. C'est peut-être ce qu'en a dit Hegel que Raymond Queneau aimait, l'âme du monde, l'idée que le monde est une âme.
remarque, l'expression « mon cul » de Zazie devient, dans Les Fleurs Bleues, « mes narines ». Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mes narines? C'est comme ça que j'ai cru qu'on avait traduit cette formule en espagnol. Je ne sais pas l'espagnol. Dans la version de Zazie oui, dans la traduction de Zazie en espagnol, et il m'a semblé que cette traduction, enfin, je ne connais pas l'espagnol, mais il m'a semblé qu'on traduisait des formules de Zazie par mes narines. Il y aurait sans doute à chercher du côté des narines qui sont parfois les victimes. Je pense à Chêne et Chien, déjà cité. Ma grand-mère était sale et sentait si mauvais que de plus d'une dame on ne revit l'ombrelle. C'était, il est vrai, une odeur professionnelle liée à la mercerie. Pour fixer ses chiffons, mon aïeul employait la colle de poisson gluant dans une écuelle. Mon père laissait faire. Ce père, le père de Raymond Queneau, nous retrouvons quelques bribes de lui dans un Rue d'hiver. Dans le héros de ce roman, Monsieur Le Hameau, Georges Perec l'avait noté. Un Rue d'hiver se passe en 1916, donc en pleine guerre. Dans Chêne et Chien, Queneau dit de son père « Il s'abonnait aux journaux suisses pour lire les communiqués allemands. » Et dans un Rue d'hiver, on lit concernant Monsieur Le Hameau « Et de plus, il lisait les communiqués allemands dans le journal de Genève auquel il était abonné. » Perec dit à propos d'un Rue d'hiver « La première fois, je me suis émerveillé de cette histoire tranquille en me demandant comment elle faisait pour m'émouvoir. Si vous n'avez pas lu un Rue d'hiver, lisez-le, je vous en prie. C'est après la lecture qu'on se questionne, si on en a envie. » Queneau donne, ici comme ailleurs, des indications qu'on peut très bien négliger, qu'on peut aussi retenir. Dans un Rue d'hiver, il y a un incendie, un terrible incendie, un grand magasin a brûlé. Monsieur Le Hameau y a perdu sa femme et sa mère. Or Queneau donne la date de cet incendie inventé, c'est la date de sa naissance à lui, Queneau. C'est une coïncidence extraordinairement volontaire, ça c'est sûr. En tout cas volontaire. Et comment interpréter ça, je ne saurais. L'incendie, oui. Je ne sais pas. La naissance est une mort. Bon, enfin cet incendie hante la cervelle de Monsieur Le Hameau. Par exemple, il dit, pour expliquer ce qu'il ressent parce qu'une demoiselle ne l'aime pas, il y a un incendie qui s'est allumé quelque part, qui s'étend et qui se propage et qui brûle tout ce qu'il rencontre. C'est un grand incendie, vous savez. Bien. Et le lendemain, ou presque le lendemain, le même Monsieur Le Hameau se sent bizarre. Et Queneau écrit « Il se sentait la tête légère, alerte, un peu vide même. Il ne savait même pas qu'il était inquiet. Il n'essayait pas d'imaginer ce qui devait arriver. Il y avait certainement quelque chose qui allait arriver. Le jour de l'incendie, il était comme ça. » 10 ans après la mort de Queneau, en 1986, le journal de Raymond Queneau des années 39 et 40 a été publié. Ce journal surprend. On y lit un Queneau plus croyant ou cherchant à croire que sceptique. Un Queneau inquiet métaphysiquement. Exemple, je cherche ma voie, un maître, la vérité. Ce journal peut être rapproché de ces 2 volumes qui sont les cahiers de lecture de Queneau. Queneau, toute sa vie, dès l'âge de 14 ans, a noté le livre qu'il lisait, et s'il le relisait, il le marquait sur son cahier. C'est Florence Géhenio qui a établi le texte de ces notes. Et cette curiosité inquiète, nous en trouvons des traces géantes dans ces cahiers. Par exemple, René Guénon, penseur indépendant, dit une note du journal, penseur indépendant qui soutint qu'une tradition est commune à toutes les civilisations, parce que ses origines sont transcendantes. Queneau a lu 10 fois, de 1921 à 1968, l'introduction générale à l'étude des doctrines hindoues de René Guénon. Queneau a lu 17 fois
l'erreur spirit. C'est là une image de Queneau qui surprend la plupart de ses lecteurs et quelques-uns de ses amis. Toute cette dimension-là n'est pas visible à la première lecture dans l'œuvre. Quand on le sait, on peut en retrouver beaucoup de traces, mais ce n'est pas visible immédiatement. Et le Queneau que moi j'ai connu était un Queneau qui n'était pas ça. Du moins, c'était caché, et donc moi je l'ignorais. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, comme je ne suis pas croyant, je suis un sceptique, au fond, j'ai pas eu de curiosité particulière pour lire le journal. Je pense que la première chose importante dans un livre comme Le Dimanche de la Vie ou Un Rue d'hiver, et précisément parce que Queneau est un écrivain de ce type-là, la première et décisive lecture, c'est la lecture superficielle. Ça, je suis d'accord. Absolument. Il y a des gens pour les... Non, mais c'est plus que le décider. C'est particulièrement vrai dans le cas de Queneau. Je le défendrai en général, mais c'est particulièrement vrai dans le cas de Queneau. Jacques Roubaud a raison. La première lecture d'un livre est la plus importante. C'est une rencontre. Mais si on le relit, le livre, on finit par se poser des questions. On devient curieux. Et si en même temps qu'on le relit, on apprend, comme ici par le biais du journal ou des cahiers de lecture, des choses que Queneau n'avait pas dites, on est tenté par l'interprétation. Par exemple, dans Pierrot mon ami, il y a un personnage, M. Mounzergue, qui garde et conserve avec ferveur le tombeau d'un prince, soi-disant Paul d'Ève. Bien. Mounzergue est mourant. Il dit à Pierrot, « Vous pouvez me laisser maintenant. » Mais, dit Pierrot, « Non, non, je n'ai besoin de personne. Fermez cette fenêtre et revenez demain ou après-demain voir si je suis mort. J'aime autant être seul pour procéder à cette transformation. » Procéder à cette transformation, à première lecture, on peut prendre cette expression pour de la pudeur cocasse. On peut aussi se demander si Mounzergue n'a pas lu Guénon, non? Et après, un romancier a bien le droit d'avoir fait lire à ses personnages les livres de son choix à lui romancier. Enfin, Roubaud a raison, c'est Mounzergue qui parle, ce n'est pas Queneau. Queneau, lui, il écrit. Et quand il écrit, Queneau, quand il parle de la mort, à la première personne, ce qui est arrivé souvent, cela donne. Je suis vieux et je suis lourd. Mon âge compte, on le soupèse. Et l'on me dit que vieux et lourd, j'attendrai que la mort me baise dans un coin, comme un vieux et comme un lourd. Si je parle du temps, c'est qu'il n'est pas encore. Si je parle d'un lieu, c'est qu'il a disparu. Si je parle d'un homme, il sera bientôt mort. Si je parle du temps, c'est qu'il n'est déjà plus. Je crains pas ça tellement la mort de mes entrailles, et la mort de mon nez et celle de mes os. Je crains pas ça tellement, moi, cette mousticaille qu'on baptisa Raymond, d'un père dit Queneau. En 1965, j'ai reçu Raymond Queneau au Lecture pour tous pour l'entendre parler du chien à la mandoline. Je l'ai surtout interrogé sur 2 poèmes. L'un de ces 2 poèmes est plutôt gai, l'autre plutôt non. Le gai, Raymond Queneau l'a lu pour nous, pour vous donc aujourd'hui. Ah, je lis mal, hein, je vais essayer. C'est une petite fille, normalement, qui doit le lire. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit annonné comme la table de multiplication. Vous voyez, mais je ne saurais pas le faire. Alors, je vais le lire comme je vais pouvoir. C'est mon poème que je veux éditer. Ah, je l'aime, mon popo, mon pommier. Oui, mon poème, c'est à propos d'un pommier, car je l'aime, mon popo, mon pommier. Il donne des poèmes, mon popo, mon pommier. C'est pour ça que je l'aime, la popomme au pommier. Je la sucre et j'y mets de la crème sur la peau, la popomme au pommier.
Et ça vaut bien le poème que je vais éditer. L'autre poème, c'est Terre meuble. Tout ce que je demande, c'est de me mettre un peu de terre dans le creux de la main. Juste un peu de terre dans laquelle je pourrais m'enfouir et disparaître. Regardez comme je l'étale grande, cette paume, on croirait qu'à tous je veux serrer la main. Et pourtant mon seul désir, mon unique but et mon vœu le plus cher, c'est de disparaître. Le dernier de ces poèmes contient ce vers, et pourtant mon seul désir, mon unique but et mon vœu le plus cher, c'est de disparaître. Est-ce que cela doit être lu aussi comme une phrase d'un journal intime? Oui. Écoutons encore une fois. Oui. Je vous remercie, Raymond Queneau.